Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Hello, avant que ne commence votre épisode, je dois malheureusement vous informer que j'ai eu un souci technique sur l'enregistrement. La carte SD n'a enregistré aucun des fichiers, donc on a dû travailler avec le micro de la caméra vidéo pour essayer de vous proposer un son qui soit acceptable. Donc toutes mes excuses, ça n'est pas la qualité habituelle de Course Épique, donc on a vraiment gardé l'essentiel de nos échanges avec mes 4 invités à l'occasion de cette MCC. Après le générique de fin, si vous avez encore envie d'en entendre plus, vous aurez quelques moments bonus, mais que j'ai isolés du reste de nos échanges. Encore 1000 fois désolé auprès de vous, auprès des invités de ce podcast, mais il y a eu un souci technique qui est complètement hors de mon contrôle. J'espère que vous passerez un très bon moment avec nous malgré tout, et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Course Épique enregistré à l'UTMB. Notre prochain épisode sera consacré à la TDS. Bonne écoute. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous recevoir. Donc, de mon plus loin au plus proche, Johan Explique. Salut Johan. Salut, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Et c'est bonjour. Bonjour, c'est pareil. Bon, sur 3, on va voir si Fleury le triplé. Fleury Roux. Salut Fleury. Salut, merci de me réinviter après l'an passé. Exactement, c'est un habitué. Et ouais, C'est comment ça va passer l'année prochaine? Peut-être, ouais, j'aimerais bien revenir. Comme je filme en fait le reste de la semaine, ça permet de courir quand même en début de semaine et pour moi c'est facile. Et puis ça évite les qualifications pour le CC, etc. J'ai l'impression qu'il y a un sujet sur ta braque. Ouais, j'ai mal arrêté ce C, après, du coup, c'est pas moi qui vais essayer de la refermer. Merci à tous les trois d'être là. On est aujourd'hui à Chamonix, on est le lundi 26 fin de journée. Vous sortez tout juste d'une MCC. Une semaine particulière pour Course Épique. 4 émissions de mardi à dimanche. Les épisodes sont au format audio, toujours. Et puis aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil pour voir combien nos invités sont beaux. La programmation de ces épisodes, en tout cas, est dingue, comme on témoigne déjà de ce premier épisode. Et il y a Laurie Lag qui nous rejoint en cours de route. Tout se passe bien. C'est peut-être un jet lag. Je pense que ce jeu de mots là. Ouais, tout le monde, je valide. Okay. Ouais, ça fait plaisir. On va démarrer cette présentation. Alors, vous voulez pour une présentation un peu formelle, j'ai des petits papiers à vous faire piocher. Et vous allez avoir une petite mission chacun. Vous présenter en répondant à trois critères qui sont ceux qui sont sur cette poche. Alors, c'est 3 résultats en course ou défis qui te sont chers. Alors, déjà, c'est pas le résultat de la MCC cette année, puisque j'en suis pas forcément fier, en tout cas. Je sais pas. Alors, il y a défis, donc moi j'aime bien aussi l'aspect défi, puisque récemment au printemps j'étais au Népal et du coup c'est un souvenir qui reste encore bien ancré en moi, puisque je fais une traversée du Népal à pied et du coup c'est un moment qui a été important pour moi, en tout cas pour l'instant dans ma carrière ou dans ma vie. Et puis après, le projet que j'avais fait avec mon frère au Cross Norway, il n'est pas non plus aussi une course, mais qui est resté un moment assez particulier en 2022 où on a traversé la Norvège en orientation. Tu n'en avais pas dans en fait. Ouais, effectivement. Ouais. Après, si je parle de course, peut-être pour moi tenir le résultat d'une course, ce serait bien. Je pense que la 3e place de la MCC l'an passé, pour moi, c'était un beau moment parce que c'est toujours particulier d'être sur le podium d'une des courses de l'UTMB, même si c'est pas la MCC la course la plus relevée, et un format qui ressemble à l'OCC qui permet que 15 km d'écart. Donc j'en suis conscient, mais j'avais fait une belle course. En tout cas, je pense que c'est une des courses les plus abouties d'un point de vue sportif. C'est ce qui rend pour moi peut-être la course c'est sympa. Parfait. Iris, à toi. Allez, Ouais. 3 passions en dehors de la course. Et déjà être avec les gens que j'aime, c'est hyper important pour moi. Que ça soit familial, mes copains, voilà. Mon métier, je m'arrache les cheveux, mais je les aime quand même. Je suis coach de biathlon pour la Grande Montagne, pour l'équipe nationale. Et après, le sport en général, outdoor, que ce soit le ski, l'escalade, le parapente. Juste être dehors et passer des bons moments en montagne ou à la mer. J'aime la surfer ici. Je vis en Australie là-bas. Bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ouais. Pas mal. Yo, c'est quoi?
Elles étaient faciles, les questions. Ouais. Tes 3 lieux en course ou d'aventure préférés? Alors, sans hésiter, la première, c'est la Plagne, parce que j'y passe tout l'été en famille. Comme tu le disais, c'est important d'être avec ses proches et du coup, là, j'avais combiné les deux, d'être avec mes proches et d'être dehors. Parce qu'à savoir qu'à côté de ça, moi, j'habite sur Lyon et c'est sympa, mais c'est pas les mêmes panoramas. Et c'est pas les mêmes terrains. Tout ce que je... Mais je suis très bien à Lyon. Voilà, moi, je travaille dans un magasin de running. J'essaye de lier aussi un petit peu tout lié au running. Et puis à côté de ça, j'essaye d'optimiser au maximum sur Lyon, mais c'est sympa. C'est une très belle ville. Et après, mon deuxième lieu, ce sera le Ventoux, parce que je viens du sud de la France. Je suis né à Cavaillon et j'ai habité très longtemps entre Avignon et l'Île-sur-la-Sorgue. Et le Ventoux est pas très loin et de mon village d'enfance, j'ai pu l'admirer depuis que je suis tout petit, mais jamais j'y étais allé. J'ai commencé très tard pour aller là-bas et c'est vraiment un terrain que j'adore maintenant et c'est aussi là-bas où j'ai fait mes premières grandes rencontres sur le Ventoux, notamment avec Andy Simon, ce que je dois bien connaître. Voilà. Ouais, franchement, vous allez vous marrer, ça va durer longtemps. Ok. Ouais. On est très intéressant comme métier. Ouais. Très cultivé. Ouais, totalement. Et après, mon troisième lieu, le dernier, je dirais Chamonix aussi. Et puis en période du TMB, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on va être honnête, qui boycottent un petit peu cette course et je trouve ça dommage parce que la plupart se sont fait reconnaître sur cette course-là et maintenant ils le boycottent du jour au lendemain. Et puis après, voilà, c'est le sommet mondial du trail, faut le respecter et je trouve que c'est cool ce qu'ils font un petit peu tout autour avec le label et voilà, c'est pour ça moi j'étais plus partant à faire des CCC vu mon âge avancé maintenant. Et j'aime bien comme aujourd'hui me faire bien dérouiller par les jeunes, mais voilà, écoute, la MCC ça me fait plaisir et pourquoi pas en faire d'autres. Bien sûr, j'ai eu TMB en tête, mais avant ça, faut que je prenne de l'expérience, donc je suis abonné en 3D. Qu'est-ce qui, entre ta femme, est-ce que ta motivation a pu changer? Si oui, en quoi? Écoute, pour moi, c'est un exutoire, déjà, d'une. D'aller courir tous les matins, d'avoir une rigueur aussi. J'en ai besoin. Après, pour trouver la source de motivation, j'essaye de me rappeler d'où je viens. J'ai pas de passif de sportif, un petit peu comme tout le monde ici. J'ai commencé en 2010, lorsque j'ai arrêté de fumer plus de 30 clopes par jour, en faisant 100 kilos. Du coup, c'était un déclic où je me suis mis à courir parce que je pensais que c'était un sport très accessible et je me rends compte même aujourd'hui encore que ça ne l'est pas. Mais non, après, je prends énormément de plaisir, toujours à courir. J'essaye d'optimiser un petit peu comme je peux, parce que j'ai une charge de travail qui est quand même assez importante entre mon travail à temps plein en ville et toutes les activations que je peux faire à droite et à gauche. Et du coup, ça me permet aussi d'être plus productif dans mon travail, de trouver des idées, plein de choses comme ça. Et puis ça me fait du bien, ça me permet de sortir, de profiter du moment présent aussi, parce que je le fais pas suffisamment. J'essaie toujours de me projeter ou de penser au passé, mais pas de... Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez motivant pour moi et c'est à Lyon, mais je préfère être en montagne, mais écoute, j'optimise comme ça et au contraire, j'essaie de promouvoir le côté tout est possible, même si on habite en ville et surtout via mon histoire qu'il n'est jamais trop tard et possible. Est-ce que les dossards c'est indispensable justement dans cette logique de un peu structurer aussi? Pour comprendre que ça sert aussi à ça, la course à pied, est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait des objectifs? C'est ça la clé quand même, ce qu'aujourd'hui te porte tes têtes? Ouais, parce que du coup, tu vois, comme aujourd'hui, c'est bien, moi, ça m'a permis même si j'étais pas à 100%, mais après, je vais pas dire jusque-là où j'aurais pu gagner la course ou faire un top 3, mais derrière, c'est bien, ça met une petite claque derrière la tête, ça fait retravailler son ego, voilà, je trouve que, alors moi, j'utilise énormément les réseaux sociaux et c'est vrai que des fois, t'as la bascule qui peut être mauvaise. Donc, tu vois, des courses comme aujourd'hui, c'est bien.
ça montre que t'es pas le champion du quartier, quoi. Et du coup, ouais, ça fait. J'ai vu bien avec ça. C'est quand tu fais une performance, t'es pas à la hauteur de ce que tu imagines. Est-ce que tu sens que prendre le positif malgré tout, tu vois. On a eu un peu le même chemin de croix avec Fleury et au final, on n'a pas abandonné, tu vois. Alors surtout Fleury qui, je pense, nous est vraiment la victoire et en fait, c'est là que c'est cool parce que du coup, ça permet aussi de plus relativiser derrière, de se dire bon, voilà, on a fini, c'est pas grave, on fera mieux derrière et moi de mon côté, je le prends comme ça et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, même si j'ai 41 ans, mais voilà, j'ai encore beaucoup de travail à faire et c'est là que ça devient motivant et ça devient positif. Il vaut mieux inverser le truc, de dire je me demande, c'était nul, pourquoi? Bon voilà, maintenant c'est fini et il faut passer à autre chose et puis on verra bien pour la suite, quoi. Et tout ça, ouais, est vraiment important, ouais. Parce que sinon on peut facilement se laisser aller, puis ça permet de voir. T'as peur de ça, justement? Est-ce que t'as peur que tu puisses tendre et que t'aies une nature peut-être à, dans ce coup, manger peut-être beaucoup ou sortir, ou est-ce que t'as évacué quand même ça? Non, ça, je l'ai quand même évacué. Je pense que, tu vois, la cigarette, c'est vraiment de côté. Après, ouais, ça me permet d'avoir aussi une structure, comme on le disait au départ. Moi, je parlais sur le côté organisationnel, mais aussi pour moi. Puis je me sens vraiment mieux, et puis vraiment en bonne forme. Et t'as des bons résultats, donc c'est motivant aussi, ça contribue aussi. Ouais, c'est motivant. Du coup, là, on est vraiment dans un cercle vertueux, et du coup, je le prends, quoi. Je vais le faire plutôt l'inverse. On va monter à la température de quelques degrés, puis remonter un tout petit peu dans le temps, au mois d'avril. T'as vécu une expérience, tu vas voir de quoi je parle. Ouais, on va bien. Une des salles de Rive. T'as fini premier européen, ta course 5e. Ouais. Ça se mange général. Deux questions très simples. Ta plus grande appréhension avant d'y aller, et ton principal enseignement en sortant de cette aventure? C'était la chaleur et l'enchaînement aussi. Enfin, c'était beaucoup de choses réunies, parce que l'enchaînement est compliqué de faire 250 km dans le désert. Et aussi, en autonomie quasi totale, on ne donne que de l'eau, donc c'est vrai que c'est une sacrée aventure. Et puis, il y avait le côté aussi stratégique de pas tomber dans la stratégie marocaine et de s'épuiser pour rien. C'est pour ça que j'ai plutôt fait une bonne étape sur la longue étape de 85. Et après, j'ai essayé vraiment de lisser ce que j'avais fait. Mais ouais, ça c'était, ça s'est bien passé, donc tant mieux. C'était j'avais peur vraiment de la chaleur parce que sous les tentes, pendant la récupération, il faisait entre 45 et 50 degrés, quoi. Donc, tout confort. Ouais, tout confort. Sans matelas, parce que du coup, il fallait optimiser au maximum, lyophiliser, et puis, avec l'eau, qu'on nous rationnait. Mais, c'était, du coup, grâce à ça, j'ai pu, vivre une aventure humaine incroyable, parce que pour rappel, on est dans une tente berbère de 10 mètres de long, et on dort à 8 personnes dedans, et on était tous des personnes différentes, de niveaux différents, d'endroits différents. Je connaissais personne, et en fait, cette aventure était géniale parce que j'ai rencontré des gens incroyables, de niveaux différents. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois passé la ligne, à chaque fois, tout le monde était pareil et c'était vraiment top, quoi. Et il y avait vraiment de l'entraide et c'était une sacrée aventure. Ouais. Je repars là-bas, je repars différent de là-bas. C'est un petit peu comme tu parlais du Népal, par exemple. Et pareil, à discuter avec les Berbères qui étaient au milieu, même les Marocains, c'était vraiment top. Bon, j'ai pas pu savourer la pré-course parce que je suis tombé malade direct. Okay. Ouais, je sais pas si je me suis plus affûté pendant la course, mais juste après en une soirée. Mais du coup, ouais, c'était vraiment une sacrée aventure. Du coup, on m'a reproposé du coup d'y participer l'année prochaine. Je pense pas parce que on grille énormément de cartouches. Tu l'as senti longtemps après? Ouais, j'ai voulu faire le trail de Saint-Jacques, l'UTMB, et sur le 80 bornes, c'est vrai que j'ai vraiment galéré sur la deuxième partie, alors que normalement elle était pour moi, parce que c'était la tour roulante. Et au final, c'était un calvaire pour moi. J'ai fait la première partie un peu plus joueuse. T'as fait 2, hein, c'est ça? J'ai fait 2, et du coup, je me suis rendu compte que
voilà, faut faire cette course-là et peut-être faire une deuxième partie de saison, mais plus sur l'été, quoi. D'ailleurs, Andy avait dit la même chose quand il l'avait fait et il avait gagné la Varedo derrière et après ça a été très dur pour lui parce que je lui avais fait son assistance sur l'UTMB et ouais, ça a été vraiment compliqué et il m'a dit ouais, c'est le marathon des sables qui m'a fait foncer de vouloir faire un enchaînement derrière. Vous y verrez un jour, Sorry. En fait, j'aimerais le faire pour une fois sur l'expérience. En fait, c'est ça, tu vas pour une expérience. En fait, le résultat, c'était vraiment secondaire sur une course comme ça, même s'il était à la recherche, tu vois, de faire une place et c'est exactement ça, en fait, tu vas pour ça, mais c'est vrai que la chaleur, après, c'est autre chose. Sorry, ça pourrait te tenter? Ouais, le défi, la manière dont Johan en parle, c'est vrai que ça donne envie. Après, c'est pas du tout planifié dans les prochaines années, ça reste pareil. C'est ce genre de projet, ça demande du temps, déjà en préparation, en récupération, etc. Donc, un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est pas du tout planifié dans les prochaines années. Iris, tu es sur pas mal de formats, comme le Skyrunning, sur le KV, ce qui est aussi, tu es étincelante. Qu'est-ce qui te pousse vraiment dans cette discipline-là? Qu'est-ce que tu viens chercher? Ça, justement, le terrain de jeu. Moi, j'aime bien être vraiment en montagne. Je suis en bornant avec les Aravis, c'est les montagnes que j'aime, c'est de la caillasse, j'aime lancer les joueurs. Et c'est ce qui me plaît dans ces formats-là. Courir à plat, c'est pas bon pour faire. Je t'avoue que là, à la fin de course, je me disais... T'aimes ça ou c'est juste pas ton confort? Les deux. Ouais. Mais je commence un petit peu à y prendre quand même. Mais je crois que c'est plus par... Ça va finir en marathon sur route? C'était pas par choix. Là, j'en ai fait un, ça fait... C'était pas génial. Le ski aussi, pas présent dès ton enfance? Le ski, ça a été mon premier amour. Et je pense que ça le restera. Le ski de fond, le biathlon également. Ouais, c'est ce qui m'a donné mon sport, c'est ce qui m'a appris à me battre, c'est des efforts que j'adore. Des fois, je m'oublie que maintenant, je suis pour les placer plus, notamment sur les débats. Je pars toujours comme une brute, comme on doit le faire en ski de fond pour le placer. Et j'oublie que dans les descentes, on récupère pas comme en ski de fond, où on peut se mettre en chute sur le calme sous les bras. Mais j'apprends. Et c'est vrai que la plupart de mon entourage, c'est tout le monde des skieurs. J'ai été en sport-études de toute ma vie, enfin, que ce soit collège, lycée, l'université, mes études en France et aux US, je fais en ski. Je fais toujours partie d'une équipe. Je suis pour l'équipe de marathon autrichienne, marathon ski. Mais c'est de plus en plus compliqué avec le travail. Mais ça me manque quand même, c'est ce qu'il faut. Je vais être honnête. Dans ta prépa, ça te plaît beaucoup? J'ai moins en moins de temps parce qu'en fait, coach de biathlon, tout le monde croit que je suis payée à skier, mais la vérité, je passe mon journée derrière la jumelle de pas de tir à avoir pompier. Et je teste les skis de mes athlètes avant les courses, mais bon, je fais 200 mètres, je change de ski, je refais 200 mètres, et genre, cette paire-là, elle va plus vite que celle-là. Mais dès que je suis à la maison, si je rentre à Noël 2 semaines, je me sors pression de basket. T'as une petite intervention en début d'année, c'est ça? Les problèmes de temps Ouais. Ça a perturbé ta saison. Visiblement, ça n'a pas perturbé ta MCC ni tes déplacements de course? Non, ça va, je récupère bien, j'ai eu de la chance. J'ai des soucis d'épaule. Elle sortait avant et ça allait mieux. Elle était sortie en fait en chute libre, en parachute. Donc 3000 mètres de chute libre avec l'épaule devant, le bras qui tapait tous les côtés de mon corps, je pouvais être dévombrée, c'est pas génial. Je me suis dit là, ma grande, tu vas pas mourir, mais ça va pas être ferme la suite. Et je l'avais vraiment rééduqué bien. Et du coup, à Noël, je me suis enfin motivée à faire des tests. Je me guéris tout de suite. Mais j'étais au travail, je voulais pas quitter le travail. Et en fait, je suis rentrée de Corée après les gilets jaunes, je me suis opérée fin janvier. J'ai pas fini ma saison de vidéo, ça a été assez dur de tourner. J'ai eu trop peur de passer 3 mois dans un canapé chez mes parents. Mais en fait, je pense que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de calmer le jeu, poser les choses, et me poser les bonnes questions. Et puis là, c'est reparti comme en 40. Oui, t'arrives d'un défi extrême aussi, il y a peu. Le Great Marathon Race. On s'est nous parlé tout à l'heure, parce que peut-être nos auditeurs, tu peux redonner un peu les éléments de contexte. C'est 800 km, 30 000 de D+, je crois que c'est la théorie, en tout cas. Ouais, alors, sur le terrain, j'ai fait 1500 km, 90 000 mètres de dénivelé positif. Il y avait 53 étapes, 53 jours passés sur le terrain. Donc, c'était une traversée de l'Himalaya népalais. Donc, on partait de l'ouest du Népal pour rejoindre l'est. C'était, en soi, c'est une course parce que c'est Bruno Poirier qui organise cette aventure-là, mais moi, je le vois plus comme une aventure.
Alors, nous accueillons Laurilac. Salut Laurie, bienvenue. Salut. Johan, Iris, Fleury. Salut Laurie, bienvenue. Un petit bisou. Pardon, Fleury, reprends le fil. Oui, je suis plus longtemps, mais je disais que du coup, la Great Medal Race, c'est une course avec les 28 au départ. Et donc, en fait, chaque étape est chronométrée. Donc, on se chronomètre en fait soi-même. Et l'idée, c'est de traverser du coup l'Himalaya népalais. En soi, c'est une course, mais comme je disais, on est en autonomie, il n'y a pas de balisage. On porte tout le matos avec nous. On doit se débrouiller pour dormir le soir. Donc, en fait, c'est une course un peu particulière. Et elles ne sont pas forcément l'aborder justement comme une course d'abord parce qu'on était 28 au départ et on est très d'avoir fini. Donc, ça prouve que, aussi, c'est pas forcément le bon état d'esprit. Et puis, c'est tellement long qu'en fait, il y a pas possibilité de prendre comme une course. Et puis, déjà d'arriver au bout, c'est déjà une grande victoire. À quelques étapes de la fin, on était très proche en termes de chrono, à quelques minutes près sur, là, je parle de plus de 250 heures d'effort avec Jules-Henri Galou, qui est d'ailleurs en ce moment sur la PTL, et puis Upan Rasenowar, qui est un Népalais. Du coup, on se voyait pas forcément se faire entre guillemets la course sur les dernières étapes. Donc on a demandé à l'organisation si c'était possible entre guillemets d'être classé 3, sachant qu'encore une fois le classement il a pas beaucoup d'importance et déjà le fait de finir percé c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu avais le plus sous-estimé et surestimé pour cette aventure? Alors en fait, j'avais pas sous-estimé beaucoup de choses parce que quand on prépare sur quelque chose d'aussi long, tu fais gaffe à tous les détails. Après, moi, il y avait l'altitude que je connaissais pas. On a tous eu des traces un petit peu différentes parce que comme on est en autonomie aussi au niveau itinéraire, on doit se débrouiller. Donc moi, j'ai passé 17 cols à plus de 5000 mètres d'altitude et j'étais content de découvrir que je réagissais très bien à l'altitude et j'ai pu me faire plaisir justement à aller vite entre guillemets même à plus de 5000 mètres d'altitude. Après, j'ai adoré moi aussi l'adaptation. Enfin, sur ce genre d'aventure, il faut vraiment s'adapter en fait, chaque jour parce que par rapport à la météo, au climat, au terrain, aux locaux et en fait, tu dois tout le temps être dans l'adaptation par rapport à ta fatigue aussi, au fait de tomber malade, etc. Donc tout ça, en fait, ça rajoute plein de paramètres, mais que dans l'idée, je pense que une aventure comme ça, tu es obligé d'anticiper et au minimum de préparer en avance, sinon, tu peux te retrouver avec des grosses surprises. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au moment de revenir en France? Est-ce que c'est facile de reconnecter à son quotidien, je pense? Oui, alors déjà, j'étais content de rentrer, en fait, les 30 premiers jours, parce que moi, ça me manquait pas du tout. Enfin, je veux dire, la vie en France, j'étais tellement dans l'aventure, dans le projet que je me sentais vraiment à ma place, en fait, là-bas. Et, je me voyais pas être autre part. Après, au bout de 30 jours, il y a une sorte de lassitude qui commence à s'installer, les étapes, commencent à se ressembler. Tu sais que tu vas aller au bout si t'as pas de grosses blessures. Au niveau paysage, t'as déjà vu des choses exceptionnelles, donc tu vois tout le temps des choses exceptionnelles, mais globalement, tu rentres dans cette routine, donc à la fin, les 10 derniers jours, mentalement, ça devient plus dur pour aller au bout. Et donc, tu es content effectivement de retrouver un petit peu la vie plus normale que, moi, pour le coup, la vie normale que j'avais en France. Ce qui est compliqué, c'est surtout la gestion avec le monde. Enfin, disons que même si on était en groupe, etc. Là, on a eu une phase en fait de réacclimatation avec Katmandou, qui est une ville où finalement il y a c'est une fourmilière, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ensuite retourner sur Paris, c'est assez particulier en fait de retrouver un environnement et puis ne plus voir en fait ces grandes chaînes de montagnes qui est l'Himalaya. Donc ça demande un petit peu de temps. Après c'est surtout au niveau de la fatigue engendrée. Ça prend du temps pour récupérer en fait et se remettre un petit peu déjà des émotions qu'on a vécues et puis surtout de récupérer, de trouver le sommeil, ce qu'on n'a pas pu manger parce qu'on a forcément des déficits. Parce que les repas ils sont régulièrement les mêmes, donc voilà, ça demande un petit peu de temps. Dernière question avant de passer le micro à Laurie. À quel point tu penses que cette expérience elle va te bénéficier en trail, dans ta pratique, dans les courses que tu as fait depuis? Est-ce que tu sens que ça a changé des choses? Alors je sais pas, je me suis découvert je pense des qualités d'endurance que j'estimais pas forcément avant, mais moi sur les courses sur lesquelles je souhaite performer, je pense que ça n'a rien à voir et je l'ai bien vu aujourd'hui ou sur d'autres courses, c'est que finalement, tous ceux qui étaient avec moi, c'est qui font du coup la PTL, les Speed 660, des courses vraiment exceptionnelles qui moi me semblaient déjà infaisables. Et du coup, je suis pas sûr que ça m'ait appris beaucoup de choses, même d'un point de vue mental. En fait, la gestion, c'est pas du tout la même que sur un effort qui est intense et court. Du coup, pour l'instant, c'est vrai que je mets pas forcément en relation les courses que je fais avec ce projet-là, mais c'est pas non plus ce que je recherchais et j'ai pas forcément besoin d'en tirer forcément quelque chose pour mes courses actuelles en trail. Laurie, tu sors de la douche, merci d'avoir trouvé le temps de merci pour nous. Je l'ai épargné. Ça va, ça a été tout ça? Ouais, super. Ouais.
Mais moi, j'étais là un petit peu, surtout pour accompagner un ami. C'était sa première course, MCC, et donc du coup, il a beaucoup sur ça. C'était Mathieu Blanchard. C'était pas lui, non. C'était un autre gars. Ouais, presque. Mathieu Blanchard démarre un peu plus tard, mais non, c'était un gars avec lequel je travaille, et du coup, c'était plus, voilà, découverte. Laurie, t'as plein de casquettes. On te connaît comme aventurier, explorateur, conférencier, auteur, plein de choses. Et tu peux nous dire ce que t'apportes chacune, à quel point elles sont complètes. Est-ce que parfois t'as l'impression d'être un peu schizophrène dans tout ce rôle-là, ou est-ce que ça contribue à ton équilibre général? T'es aussi papa, enfin, il y a plein d'autres choses pour rendre des comptes. Oui, alors c'est vrai que mon métier, moi, c'est relever des défis sportifs dans des zones extrêmes. Et ce qui est assez passionnant dans cet univers-là, c'est que c'est assez illimité en termes de possibilités, que ce soit dans les environnements, dans les projets, dans les choix des destinations, et que finalement on découvre beaucoup de choses, faire des conférences, des livres, parler de ses aventures. Donc j'ai la chance de faire un métier passion déjà. Ça c'est quand même c'est extraordinaire de nos jours de pouvoir vivre de sa passion. J'ai la chance de gagner ma vie aussi à travers ce métier qui n'en était pas un il y a encore quelques années. Donc je me sens vraiment déjà très chanceux. Et oui, après mon temps est régi entre les entraînements, les expéditions et ma vie de parent à Biarritz. J'ai 2 petites filles que j'éduque au bord de la mer et qui me prennent beaucoup de temps et pour lequel je prends énormément de plaisir en fait d'être dans la transmission avec la nouvelle génération et essayer de leur apprendre des valeurs un petit peu authentiques. En tout cas, c'est ma volonté. Et ça marche plutôt bien en fait d'avoir toutes ces casquettes là. Moi, j'aime pouvoir en fait un jour couvrir la MCC et le lendemain partir en expédition et le surlendemain faire un livre. Je trouve ça assez passionnant en fait. Il n'y a pas de limite à la créativité et c'est ça qui m'intéresse. Conclu récemment avec tes filles, tu as écrit un projet en Bolivie. Les images sont hallucinantes et encore on n'a pas de plus. Que tu peux nous donner un peu les contours et puis la raison d'être de ce projet. Alors j'ai eu la chance de signer chez le groupe M6 cette année, donc de pouvoir financer pas mal de documentaires, en plus d'avoir présenté une nouvelle émission qui arrivera sur M6 à la rentrée. Et l'idée c'était de croiser les mondes entre eux qui ont une nécessité sur un peu l'aventure, mon rôle de père et pas partir spécialement dans l'extrême parce que ça parle pas, je pense, à tout. Donc c'était aussi un fil conducteur parce que mon papa est décédé malheureusement l'année dernière en juillet pendant que j'étais en expédition justement. J'étais en train de traverser le passage du Nord-Ouest en ski kite. Ça a été affreusement dur et en fait c'était aussi une manière de rendre honneur à mon père. D'éduquer mes enfants avec les valeurs que lui m'a inculquées et de le faire assez simplement. Comment est-ce que tu choisis ton prochain défi? Est-ce qu'il y a la place possible pour un peu d'instinct et d'impulsivité ou est-ce que tu es obligé de ramener ça à beaucoup de rationnel et d'analyser en profondeur chaque décision, de dire ok, là c'est ça le prochain? Moi, j'ai beaucoup fait de conneries avant, donc du coup maintenant j'essaie d'être un petit peu plus rationnel. Maintenant c'est totalement différent de mes débuts puisque il y a une dimension financière, il y a une dimension documentaire, donc il y a des engagements avec des chaînes, c'est beaucoup de contrats et des contraintes. Ça enlève pas la magie de l'aventure, mais ça la rend un petit peu différente puisque forcément c'est de la préparation. Je devais partir cette année pour un projet que j'ai dû abroger en fait suite à des problèmes médicaux. En fait, j'ai pas eu tous les feux verts pour partir. Et je l'ai repoussé d'1 an et c'est ça aussi les aventures, c'est qu'en fait plus on commence à se professionnaliser dans quelque chose, plus on est contrôlé et plus en fait on est un petit peu dépossédé de l'intention qu'on a de vouloir mener une aventure. Et il faut l'accepter et de fait c'est un écosystème qui est différent. C'est quoi la plus grande qualité pour l'aventure? L'humilité, je pense. Je pense que l'humilité est très important. Face à la nature, on reste rien du tout. Et je pense que c'est primordial de comprendre que c'est pas nous qui décidons si nous allons passer ou c'est pas nous qui décidons si nous allons réussir. Et parfois, il faut s'incliner.
Est-ce qu'en aventure comme en trail, je sais pas si c'est le cas pour vous ou pas, c'est courant de se poser la question de qu'est-ce que je fous là, en gros. Ça vous arrive pas aujourd'hui? Pas bien, et qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais, tu poses forcément des questions, mais après, pas bonne chose. Moi, j'essaie toujours de me rappeler la base, c'est que finalement, je cours parce que j'aime ça et que, le dossard, il n'est pas forcément obligatoire, mais du moment que tu t'es engagé sur un dossard, tu vas au bout avec. Enfin, pour moi, c'est honorer l'organisation, les bénévoles qui sont là, donc c'est pas parce que ça va pas que tu vas arrêter. Il y a forcément des moments où, quand t'es dans le dur, ton cerveau, il va se dire, il va essayer d'arrêter tout ça. Et du coup, c'est un peu, chacun un peu c'est la force mentale de chacun de continuer d'avoir ses propres raisons aussi internes. C'est pour ça que je pense que c'est important de pas forcément de choses focaliser que sur le résultat. Et des fois, la manière de finir une course, elle est belle et même si c'est pas bien passé, en fait, c'est pas grave de dire, même quand t'es favori, que tu réalises pas le chrono, la place prévue, en fait, c'est tout aussi beau de finir même à 20e, 30e, une fois plus loin. Iris, tu connais ça? Un peu, beaucoup, passionnément? Passionnément. Non, mais en fait, tout à l'heure, Instagram, là, je me demandais est-ce que j'ai déjà arrêté sans raison de course. Dans la tête, j'ai déjà un peu, je crois que je l'ai jamais revu en dessin. J'ai toujours fini. Et en fait, je supporte pas d'avoir fini en me disant j'ai pas tout donné. Des fois, je fais des erreurs et je m'étaye, mais j'essaie quand même de finir le mieux que je peux. Et plus grande frustration, en fait, c'est d'avoir fini des courses en me disant voilà, j'ai même pas essayé. Alors, je suis toujours allée au bout, mais il y a des fois, j'ai mis un pied devant l'autre jusqu'à la ligne d'arrivée sans vraiment. Ouais, et ça, en fait, je supporte pas que je fais ça. Je m'auto-déteste. Et en fait, être nul, je m'en fiche. Et ça m'a fait du bien, justement. Tu parlais de la blessure plus tôt. Le chirurgien, il m'a donné le feu vert pour courir ce printemps. Je me suis pointée le lendemain sur la course de qualification des championnats d'Europe, de sèche. Et j'ai été nulle. Oh. Je me pris énorme. Mais en fait, j'étais max et j'étais trop contente. Et ça m'a déculpabilisée, en fait. Et décomplexée, je me suis dit, j'ai le droit d'être nulle. Et je suis quand même super contente parce que j'y suis allée comme j'ai pu et j'ai quand même tout donné, j'ai pas baissé les bras et j'ai pleinement accueilli ce que les gens voyaient comme une mauvaise place. En fait, moi, je l'ai vécu comme une victoire. Et ça m'a fait bien, en fait. Et ouais, il n'y a pas que le résultat qui compte, c'est... Ouais. L'engagement, je pense que c'est primordial. Et mes athlètes, quand je les vois pas essayer au bord de la piste, je les leur mets aux fesses. Ouais. Allez, j'ai assez parlé. Non, vous avez vraiment tout résumé. C'est vrai que, alors, on pense forcément au résultat, mais après, c'est vrai que ça reste secondaire. Et puis, il y a un vrai travail sur le mental. Et après, c'est vrai que de ne pas vouloir essayer, tu le subis. Après, derrière, t'es frustré chez toi. Enfin, c'est pas agréable avec tout le monde, même envers toi-même. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail à faire sur soi, tu vois. Aujourd'hui, ça aurait été facile de rendre le dossard, mais bon, voilà, moi j'avais mal au ventre, mais derrière, comment? T'aurais pu m'attendre. Ouais, sinon j'aurais pu faire ça. Mais du coup, je me suis dit, je suis pas tombé, je me suis pas fait mal, j'ai juste mal au bide. Ça me sciait le ventre quand ça descendait, mais bon, après. Écoute, j'ai fini et au final la satisfaction elle est là de passer la ligne d'arrivée. Ouais. Laurie, si je fais bien aussi, la course à pied, elle a particulièrement place de en 2021 avec Mathieu Panchard en Andorre. Vous avez entre-temps visité le Québec en Papouane. Quelle place elle a la course à pied là aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que c'est un loisir dans lequel tu sais avec quand même envie et que tu respectes cette discipline? Est-ce qu'elle a vocation à prendre une place importante ou est-ce que les satellites aujourd'hui? Non, elle a pris une certaine place quand Mathieu m'a inscrit à l'Andorra-Sens, c'est ma première fois, parce que j'étais vraiment bien dégueulasse. Et en fait, naturellement, j'ai continué, je l'ai suivi, on est copains, il m'a inscrit à l'OCC, j'ai fait plusieurs courses ici, mais c'était une année qui était assez légère aussi, qui me permettait. Dans les emplois du temps que j'ai aujourd'hui, j'ai des prépas qui sont ultra spécialisés pour les endroits où je vais. Là, la course à pied, j'ai pu la rentrer un petit peu cette année parce que
Mon projet, c'était de partir en haute altitude, donc forcément, ça a du sens. Mais dans beaucoup d'autres disciplines, dans beaucoup d'autres endroits, en fait, il faut tellement que tu fasses de la prépa spécialisée que tu peux pas tout rentrer dans ton emploi du temps. Chef d'entreprise, père de famille, t'entraîner, et puis il faut gérer les sponsors. Ça, c'est quand même pas plein de temps. Et tu es obligé de faire des choix. Donc, j'ai eu vraiment du plaisir à courir avec Mathieu, et encore aujourd'hui, quand on est chez lui, on partage des moments et il m'apprend encore plein de choses. Mais j'ai aucune vocation et aucune prétention dans cet univers. Je le fais pour le plaisir. Et je crois que ça en restera là, à part si je me greffe à des projets, encore une fois, mais c'est toujours ponctuel. Voilà. Après, c'est la performance que tu fais, c'est incroyable. À quel niveau? Pas tout. Ah ouais. Les challenges sont tous les uns différents des autres, donc voilà, en recherche de performance, bon, il n'y a pas d'arche d'arrivée, enfin, il y en a une, mais c'est pas la même, ouais. Voilà, mais du coup, c'est pareil. Non, mais c'est toujours un plaisir moi, ce que j'aime, c'est dans les courses, en tout cas, bon, je suis quand même un peu un compétiteur, même si je suis pas spécialement le mec le plus doué, mais par contre, j'aime l'ambiance générale, j'aime voir les gens se dépasser. Aujourd'hui, enfin, je voyais des personnes qui avaient 70 balais, enfin, moi, ça m'émerveille, quoi. Je veux dire, donc, c'est ça que cette humilité-là, en fait, il faut bien la chercher aussi dans des petits endroits comme ça, sans prétention aucune. C'est de se dire qu'il faut courir un petit peu et partager ça, mais effectivement, mes défis sont ailleurs. Avant qu'on attaque votre MCC, une petite question, vous avez posé à votre voisin de droite. Je crois que vous voulez mieux vous connaître. Je suis en 27 copains. Ouais, question. Elles sont pas forcément faciles, mais elles sont de rien. Alors, une erreur ou un imprévu que tu as particulièrement fait avancer dans la vie. Qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie. Une erreur ou un imprévu qui me fait avancer. Un apprentissage pour que les autres. Perso, mariage, quoi. Je rigole. Je me lance pas sur ce sujet. Oh merde, une mauvaise pioche. Putain. Non, je rigole. Moi, j'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant. Parce que j'ai une meilleure amie qui s'est fait assassiner. C'est là. Ensuite, toute sa famille, c'était un plus gros meurtre de l'histoire de France. Et à 11 ans, ça me fait grandir d'un coup. Et ouais, je pense que ça a été le truc le plus traumatisant. Et t'en chies, en fait, c'est pas, il va te remettre du ça, tu peux te remettre. Ouais. Le mec après, c'est une balle. Le moment de ta vie que tu aimerais. Oh, il y en a beaucoup, hein. Bah, la naissance de ma fille, hein. Tout simplement. Bah, de toute façon, je pense que là, juste en y pensant, je le revis, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est un moment qui était incroyable. C'est pas moi qui ai souffert, hein. J'étais à côté. Tu faisais l'assistance. Je faisais l'assistance. On était vraiment sur une assistance, et puis là, on était sur un ultra. Hein, parce que ça durait, ça durait longtemps. Ouais. Bah, elle rigole parce qu'elle m'accompagne. J'utilisais plus le compromisateur pour moi que pour elle. Mais non, c'était un moment vraiment incroyable. Ouais. C'est bien, c'est beau. Tu vois, ça réoriente. C'est pas mal. C'est ça. Il va se relever. J'arrête de parler. Alors, le talent que tu aimerais le plus avoir? Le talent que j'aimerais le plus avoir, je pense que c'est sans hésiter la patience. Je sais pas si c'est un talent, mais je suis affreusement impatient et oui, les enfants m'ont beaucoup aidé, on va pas se mentir. Mais je reste très impatient dans la vie, dans les projets, ça va jamais assez vite. Voilà. J'aurais une pioche pour Fleury, c'est pas mal découpé, c'est pas mal. Le mot que tu utilises le plus souvent? Oula, le mot que j'utilise le plus souvent. Peut-être un gros mot. Ouais, je pense pas, mais Oh. Alors, en fait, je pense que c'est un oui ou un non, j'imagine. C'est vraiment fou comme réponse là. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Je dirais ça. Ouais, c'est bon. Okay. Tu joues quelque part en premier en voiture? Je pense que c'est un putain. Super. Il est assez classique, mais ça va. Vous aussi? Oui. Ouais. On va parler de notre MCC.
Juste pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, donc c'est 40 km, 2300 mètres de D+. La course est partie ce matin de Martigny-Combe, en Suisse. À 10h du matin, vous étiez 1147. Et il y a encore sur les sentiers, je crois. La marée, c'est clair, si je dis pas de bêtises. Combien? Encore de 29? Ouais, c'est des gens qui sont, ce chantier-là. Très rapidement, chacun, vos aspirations, vos ambitions, là, en arrivant, ici, il y a pas très longtemps en course, le du PU avec succès, une 5e place le week-end dernier, à Zermatt. Bon, vous avez 5e place. Qu'est-ce que vous cherchiez dans cette course? L'idée, c'est quoi? Moi, c'était pas du tout un objectif majeur. Moi, mon objectif, c'était de gagner il y a 2 jours la Terreur d'Ultrax. C'était l'objectif de ma saison. Je suis passée un peu à côté, je me suis emballée comme une cadette. Ah ouais, vraiment. Et du coup, ah ouais, bah là, j'ai été fouilleuse. Mais je vais payer, je fais le retour du bâton. Donc voilà, une course oui, 5e sur une demande de Skyrunning, c'est pas dégueulasse, hein, mais j'étais clairement pas venue là pour ça. Du coup, j'ai pris le temps de digérer mes émotions, de réfléchir, de me dire, allez, sois intelligente pour une fois. Bon, je suis pas sûre que tu pouvais aller. Va conduire la MCC, vas-y. Ça, t'es bien intelligent, ça. 2 ans plus tard, vas-y. J'ai fait de ça, et j'y suis allée prudemment, et ça a payé. Après, c'était pas aussi relevé que le week-end dernier, mais niveau sensations, niveau ce que j'ai cherché. Je t'ai suivi, mais vous avez fait quelle place, du coup? Et ça gagne. Ah, pardon. Bravo, félicitations. Ah ouais, prudemment, c'est mal ça. Ouais. La fougue n'a pas payé, mais la prudence, Ouais, en fait, il faut attendre que je cours des fois pas que avec mon cœur et en plus avec mon cerveau. C'est ce que je vais retenir d'aujourd'hui. Johan 7 avec Florie 9. C'était ta première sur l'UTMB? C'était ma première. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bonne question. Mais j'ai eu un soir sur la MCC. Déjà, je crois que le track, c'était il y a une semaine. Et il y a une semaine, je me suis pointée à Zermatt, on m'a dit non, c'est la semaine prochaine. Donc, ça faisait une semaine que je tournais les courses en disant bon, c'est bon, on est là. Et je pensais avoir, en fait, du coup, 10 jours entre les 2 courses, mais j'en ai plus. Voilà. Là, tu refais l'OCC, jeudi? Ouais. Non, je fais le trail du vaisseau dans la semaine prochaine. D'accord. 56 et 7000. Un appétit de course. Ouais, mais là, je pense que dans 2 semaines, vous allez me voir, soit je vais avoir une caisse incroyable, soit je vais être classée. Il y aura pas d'entre-deux. Ouais. Voilà. Toi, Fleury, t'avais des doutes, là, tout le monde de Gretchen Race? Je savais que j'étais pas dans une autre forme, comme l'an passé, et du coup, c'était pas une surprise, les sensations de l'entraînement, elles mentent pas, en fait, et je voyais ce que je faisais à l'entraînement, et je voyais que j'étais pas en forme, quoi, tout simplement. Et je l'ai vu sur mes temps de passage d'entrée de jeu, au col de la Forte là, ou sur les autres points clés, je suis passé un petit peu de retard. Après, je n'ai pas forcément, du coup, forcément, il y a toujours le côté performance et essayer de donner le meilleur de soi-même pour réaliser un résultat, mais je ne m'étais pas fixé l'idée de faire la gagne, le podium ou autre, parce que je savais que mon état de forme, il n'était pas bon, et surtout, ça dépend beaucoup du niveau des autres. Donc, voilà, c'est pas passé, je m'en doutais, c'est comme ça. Il va falloir que je pense vraiment peut-être à refaire une coupure pour récupérer de ce projet au Népal, et puis pouvoir au moins essayer de faire une belle fin de saison. Toi, Johan, l'année dernière, ça s'était plutôt bien passé. Je suis retombé sur ton poste en Serra, t'as dit que t'avais fini avec Punch sur la ligne d'arrivée, tu te sentais bien. Est-ce que tu avais les mêmes aspirations, en tout cas, sur le papier, en avancé? Ouais, aujourd'hui, je partais dans l'optique de bien finir mon été, en montagne. Le finir ici, en plus, c'était cool. J'ai pas mal enchaîné sur le mois d'août avec des petites courses à droite et à gauche, assez courtes aussi, moins d'1 heure et demie d'effort. Et avec un pote, on a fait le Mont Blanc aller-retour dans la journée aussi, il y a 2 ou 3 semaines. Donc pour moi, c'était un truc vraiment à partager. C'était la première fois pour moi. Donc je me suis dit, écoute, à Cham, on verra bien, mais cet enchaînement, ça me servait aussi de bons entraînements. Ça se passait assez bien aussi. Donc, je me suis mis en bonus le marathon pour tous. Eh oui. Je voulais le faire. T'avais pas en parler. Si c'est bien passé, t'avais la robe. Franchement, j'étais super content. Moi, l'entraîneur m'avait dit, tu le fais en 3,50. J'ai fait 3,50. Voilà. Ouais. Donc, j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Donc, voilà. Ouais, la pulse était là, c'est tout. Donc, je me suis dit, tant mieux, ça déroule, c'est cool. Et aujourd'hui, écoute, j'ai senti dès le départ, parce que je commençais à avoir mal au ventre même avant la course,
je me suis dit bon, bah, on verra bien. De toute façon, t'es là, donc faudra voir. C'est vrai que au tiers de course, j'ai quand même énormément subi. C'est bien, il y a plein de personnes qui m'envoient des photos sur les réseaux sociaux et je vois ma tête, je me dis ah ouais quand même. C'est la Forclaz. Ouais, même Forclaz et à la bascule là. Enfin, quand on est rentré un petit peu dans le creux, j'étais encore plus dans le creux. Quoi. Et ouais, j'avais pas de jambes, j'ai les jambes qui tremblaient tellement que j'avais pas de force dedans. Je tombais, je perdais l'équilibre. C'est comme gastrique, je parlais. Ouais, exactement. Ouais. Puis là, du coup, ça s'est répercuté sur les jambes, mais après, voilà, je pensais faire mieux quand même, mais écoute, j'ai fait avec les armes du jour et j'ai passé la ligne d'arrivée, donc c'est le plus important. Et ça va, sur la fin de course, ça s'est plutôt bien passé. Bon, sur un format roulant, forcément, pour moi, c'est plus facile, mais voilà. Laurie, donc toi, on l'a compris, plutôt là pour ça. Oui, moi, aucun objectif. C'est justifié de pas être dans son pas, dans son pace, on entend souvent que de pas aller à son allure naturelle. Alors moi clairement, je vais te dire, j'étais en phase de prépa et ça s'est arrêté radicalement et tout. Je passe de 5-7 heures d'entraînement par jour à plus rien. Et donc en fait, ça faisait littéralement 45 jours que je m'étais pas entraîné, donc je venais au talent. Il y a pas de souci quoi. Donc non, et puis j'ai surtout accompagné mon pote, voilà, qui a pas mal souffert. Et l'idée c'était de lui faire passer la ligne d'arrivée, donc vraiment aucun regret de l'avoir attendu, d'avoir pris le temps, et c'est bien. Iris, toi tu me racontes complètement les détails de ta course, t'es partie bien en tête aussi, fougueuse. Non. Non. Les premiers mètres, je me suis un peu balée, je vais oh là là, ma grande, calme-toi. En 2,50, c'est trop rapide. Ouais, voilà. Non, mais moi, Quand la forme là. Là, le jour là, je suis sortie de Zermatt, je me suis retournée, j'étais 30 mètres devant tous les mecs, ils étaient pas sur moi. Et du coup, là, j'étais quand même pas devant tous les hommes, toute seule, très faible. D'accord. Mais c'était quand même un peu vite. Donc ça monte pas mal au début pour donner le top 3. Ouais, donc là, j'étais tranquille, je m'étais dit rando jusqu'au premier ravito. Premier ravito, j'ai vu une copine. Elles m'ont vu pas en tête, aller à 2 à l'heure. J'ai essayé de me rassurer, je me suis dit non mais vous inquiétez pas, j'ai pas commencé à accélérer. Et à partir du premier ravito, je me suis commencé un peu à me rentrer dedans. Et en fait, je crois que je ferai jamais l'ultra parce que là, j'étais là, mais je m'ennuie quoi. J'ai envie de jouer. Est-ce que ça manquait de taille? Ouais, en fait, moi je pars toujours trop vite, mais parce que j'aime trop jouer. J'ai pas taper dedans, taper dans le côté. Et là, j'ai vraiment pris sur moi. Et après, quand j'ai commencé un peu à accélérer et tout, et puis ça a commencé à être un peu plus technique, des choses qui me plaisent plus. Je me suis vraiment fait plaisir. J'avais plein de copains sur le bord de la route. J'ai des copines, elles étaient en fire. Et du coup, ouais, j'ai accéléré, ça reposait bien. Je me suis dit, c'est cool, en fait, de partir doucement. Est-ce que ça permet d'accélérer plutôt que de subir sa fin de course? Je devrais savoir. J'ai quand même un peu subi la fin de course parce qu'au dernier ravito, je me suis dit non, je suis arrivée. En fait, il restait 14 bornes et j'avais plus rien à boire. Dernière descente, j'y suis allée les yeux fermés en me disant j'espère que je vais pas faire une cheville. Et j'avais plus envie d'arriver sur la ligne. Et là, il y avait mon manager Scott qui était là. Il y a toutes mes copines qui avaient fait le forcing pour rentrer dans la zone d'arrivée alors qu'on sait que le TMB a un protocole ultra strict. Est-ce que tu me racontes après, si tu as l'occasion de regarder l'arrivée d'Iris? Il y a un petit débordement des hooligans ce soir avec Iris. Ouais, et puis c'est des copines, le trail, elles connaissent pas. Il y en a une, Marion Herty, qui est 6 fois championne du monde de snowboard. Maud Pirin, là, qui est en tête du monde en parapente acrobatique. Il y avait Ariane qui fait de la rampe, et Cindy qui est la copine de mon cousin. Ils en savent rien de ces protocoles de compagnie. Elles ont fait le fight avec les organisateurs pour s'imposer sur la ligne d'arrivée, avec leur drapeau, elles vont porter. Le drapeau français, ça va être porté. Ouais, c'était génial. Elles m'ont toutes sauté dessus. En fait, ces moments-là, bah oui, c'est la MCC, c'est pas la course la plus relevée de CTMB et compagnie. Pas fait un peu gagner. Oui, mais je suis très contente de la gagner. J'ai beaucoup de respect pour les filles qui sont derrière. Hein. C'est pas comme gagner l'UTMB où c'est vraiment une course ultra élite où tout le monde se fait pas pareil. Mais c'était trop bien d'avoir cette ambiance-là sur la ligne d'arrivée. Et en fait, moi, c'est ces émotions-là qui me font vibrer.
les gens autour, plus que oui, des fois tu vas gagner, du monde se fait en ligne, et puis à l'arrivée, il y a personne que tu connais. C'est cool, hein, parce que t'as coché une case de tes objectifs, mais t'as pas le côté humain, et là je l'avais vraiment aujourd'hui, et je suis trop contente de ça. Et je pense que mentalement j'avais besoin d'une bonne course. Avant de s'écouter vos prochains projets, donc toi, d'un Fleury, caméraman à partir de jeudi, oui. L'exercice auquel tu es habitué, familier. Oui, c'est ça. Donc, le live à l'intérieur. Ah ouais. La cour, donc, dès jeudi sur l'OCC, ça va aller quand même assez vite. J'espère que les 2 jours vont être suffisants pour récupérer. Ouais. Ensuite, CCC, vendredi, puis TMB, samedi, donc ça fait un gros week-end. Techniquement, c'est difficile, au-delà de tenir l'allure? Non, ça va. Enfin, maintenant, je suis habitué. C'est quelques années que je fais ça, et puis, je suis habitué. Donc, on a quand même le sac à dos sur le dos, mais, je pense que le plus dur, ce sera l'OCC, parce que les allures sont quand même, rapides, quoi, surtout, donc, ce soit gars ou fille, quoi, ça va vraiment vite. Après, le TAB, on reste quand même sur de la rando course, donc, notamment nous, les coureurs, on est plutôt sur la fin de course, donc, on tient facilement. Je me permets quand même de dire qu'aux mondiaux, l'an dernier en Autriche, la vraie star des mondiaux, c'était Fleury. Oui. Le public, donc, encourageait que le caméra runner qui arrivait à démonter tous les athlètes. C'était incroyable. Souvent, des gens qui m'encouragent, ils font aller Fleury, ils me reconnaissent, derrière, ils s'encouragent même pas le coureur, ils disent, ils m'encouragent. C'était vraiment sympa, mais, n'oubliez pas d'encourager les coureurs, Regardez les coureurs. Il y en a pas, mais peut-être un jour. Laurie, il y a un an, toi, t'as dérivé sur un bout de banquise qui t'est décroché pendant la vie, ça a été un moment pas terrible. Ça peut nous amener à ce qui t'attend, de ce que je comprends, il y a quelque chose dans l'enfermement qui se dessine bientôt. Je sais pas ce que tu peux dire, pas dire, est-ce que c'est ça ton prochain projet? Non, c'est pas du tout ça mon prochain projet, et je pourrais pas trop en parler, mais en fait, sur l'année 2025, je vais surtout récolter les fruits du travail 2024. J'ai fait beaucoup de choses. On a un film qui va au cinéma, une présentation d'émissions sur M6, des documentaires et tout. Et donc, en fait, c'est des protocoles qui sont très longs. Parfois, c'est 1 an, 2 ans. Ça peut être très frustrant d'ailleurs de shooter et puis de voir que plus tard. Donc, non, là, je vais lever le pied un petit peu jusqu'à la rentrée, et puis, jusqu'à la rentrée 2025. Et puis, oui, il se passe toujours des choses. D'ailleurs, je crois que c'est ta fille qui fait la roue derrière, c'est possible? Ouais, elle est spécialiste. Du coup, on va lancer une nouvelle discipline, l'ultra roue. Ouais, des 3 roaming. Ouais. Ok. Ouais, parce que, il est très fort là-dedans. C'est quoi la suite, Johan? J'ai profité énormément de cet été, parce que là, je pars plutôt sur une préparation route. Okay. Grâce à Finishers, je vais pouvoir, participer au marathon de Florence. Donc ce sera plutôt, fin novembre. C'est sympa pour l'organisateur. Ouais, mais il y a beaucoup de monde chez elle d'ailleurs. Et du coup, je vais en voir un petit peu ce que je vaux sur un marathon et m'en servir. Et juste avant, je vais faire des courses comme le viaduc de Millau. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, prépa plutôt route, donc focus sur Lyon, et ça me permettra de lancer après 2025 sur des trails assez roulants comme le trail en UTMB en Alsace. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir pris le temps. Je sais que c'est compliqué dans votre agenda. C'est toujours un plaisir de vous échanger, de vous rencontrer pour certains. Bonne continuation pour tous vos projets. Ils sont beaux, là, on a compris que ce qui vous attend, c'est réjouissant de fin de semaine ici à Cheval. Bonne main. Ils sont pleins. Du coup, tu vas ramener du monde, où est-ce que tu vas boire tes cocktails? On se tient au courant. Et donc, le prochain épisode TDS avec Thomas Balabo, Simon Gosselin, Pierre Charrier et Simon Duguet. On va raconter cette course qui part dans 4-5 heures. Là, maintenant, il est 9h14. C'est une belle bombée, cette affaire. Je te souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci à toi. Bonne course, du coup, au CC. Et ouais. Je suivrai ça aussi. Merci à tous. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
y a une question habituelle dans le podcast, c'est la question publique. Vous allez quand même pas écouter, on va la faire vite. Moi, j'ai déjà eu, hein. De course épique. Ouais. Ils sont gentils avec moi. Mais là, vous allez pouvoir faire un peu tous ensemble. MCC, alors, en creusant bien, parce que je suis coordonné, je fais beaucoup la MCC, je me souviens avec toi, Lyon, on avait fait à l'époque la CCC, sur le chili con carne. Je t'ai posé des questions sur le chili con carne, avec la chronique de la CCC. On est loin. Là, c'est le Morges Cocktail Club, c'est un club de cocktail en Suisse, donc c'est des questions de cocktail. Je vais vous citer des ingrédients qui sont un peu inattendus et un nom de cocktail associé, vous allez me dire si c'est le vrai nom. Je connais que la Suisse. Vous allez être tous les quatre et puis je vais vous dire si c'est le vrai nom ou pas et que je vais garder jusqu'à ce qu'il y ait, voilà, si vous vous trompez, je vous garde tout dans la discussion. Une liqueur d'artichaut avec du prosecco et de l'eau gazeuse. Est-ce que ça peut s'appeler de l'artichaut fizz? Vrai ou faux? Ouais, je pense pas. Johan, il faut se souvenir. Oui, parce qu'il faut dire quelque chose. Moi, je dirais oui, parce que bon, j'y connais rien en alcool. Bah, vu qu'on est deux, je dis faux. C'est faux. Restez tous les deux en pause. Allez, Un cocktail à base de lait de poule, de rhum et d'épices. C'est le chicken run. Vrai ou faux? génial. Ah, moi, je le vois bien ça passe mieux. Bah, le jet de poule, c'est hyper commun, déjà, dans les cocktails. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ça m'a surpris, moi, quand je l'ai vu. Ok. Donc, c'est vrai ou c'est faux, ce nom? C'est faux. Ok. C'est faux, t'as raison. Il reste quoi? Bravo. Bon, je finis. Il reste wasabi, vodka et jus de citron. Je vais vous proposer Green Fire, mais c'est le wasabi martini. Et avec le poivre Sichuan, gin et vermouth rouge et Negroni, c'est le Sichuan. Ouais. C'est le Ouais. Ouais, pour ce soir, c'est un petit peu de Allez, il y a peut-être sur Majestic. avec modération.